Bonsoir à tous, Sahaf Torkom. Merci de nous retrouver ce soir pour une émission spéciale de questions d'actu consacrée aux derniers événements, produits sécuritaires produits dans le pays et aux tentatives de déstabilisation menées par certaines organisations basées outre-mer. Un communiqué du ministère de la Défense nationale parle d'une dangereuse conspiration menée contre l'Algérie après le démantèlement d'une cellule terroriste et la saisie d'armes de guerre. Selon de nombreux experts, l'Algérie est sérieusement menacée par la guerre dite de 4e génération, conçue sous deux axes, les nouvelles technologies et les conspirations visant le front interne. Notre pays gêne de par ses positions en faveur de la paix à travers le monde et de par sa situation géographique centrale. Les plans malsains de ces organisations, avec l'appui de quelques pays contre l'Algérie, se traduisent à travers notamment des tentatives visant à attiser les divergences et les dissensions entre Algériens en termes notamment d'idéologie et de convictions politiques. Faut-il prendre au sérieux ces menaces? Peuvent-elles mener à des embrasements dans notre pays? Pourquoi et par qui sommes-nous visés? Quel impact cela aura-t-il sur le plan régional et maghrébin? Nous tenterons de poser ou de répondre à toutes ces questions avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Brahim Zitouni, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes analyste politique, merci d'être avec nous. C'est moi. Monsieur Mustafa Hedem, vous êtes analyste politique également. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et de participer à notre émission. Nous avons également avec nous depuis Tunis, Monsieur Rafat Bib. Vous êtes enseignant universitaire en géopolitique et en relations internationales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, et mes salutations à tout le peuple algérien. Merci, Monsieur Tebib. Alors, messieurs, tout d'abord, on va entrer directement dans le vif du sujet. Avec vous, Monsieur Brahimi, ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler de ce communiqué du MDN, de ces organisations qui menacent l'Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une menace? Faut-il les prendre au sérieux? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il faut les prendre à tout le moins sérieusement. Au sérieux, c'est une autre question, mais sérieusement, certainement. Sérieusement parce qu'il y a une enquête qui est d'ailleurs toujours en cours, qui a débouché sur un certain nombre de résultats qui ont été publiés, et donc la réalité de la menace ou d'une action de déstabilisation existe. Donc à prendre au sérieux, effectivement. Faut-il donner plus d'importance que cela n'en a? Toute la question est là. Il y a véritablement des visées, elles sont aussi bien locales qu'internationales. Le contexte géopolitique sur lequel nous reviendrons peut expliquer partiellement un certain nombre de choses, mais il faut aussi replacer ce type de tentative de déstabilisation dans un cadre plus général qui est celui de la régionalisation par la mondialisation des États et par la recherche des déstabilisations sur le plan, j'allais dire, sociologique et anthropologique de l'ensemble des nations qui ne se soumettent pas ou qui ne se soumettent pas exactement à l'ordre mondialisé. Et c'est dans ce cadre général que l'on peut réfléchir la régionalisation par l'intérieur des États, les régionalismes que l'on cherche absolument à créer et qui, dans le cas de l'Algérie, comme dans d'autres pays, sont nourris par un mode de production rentier qui crée le régionalisme. Le régionalisme, ce sont d'abord, si vous voulez, l'idée régionaliste, elle est d'abord ancrée dans les puits de Hassim Saoud. D'une certaine façon. C'est parce que le mode de production rentier soumet la géographie à son économie, et c'est parce que le mode de production rentier régionalise les activités économiques que nous avons des régionalismes qui s'expriment. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part. Il est certainement alimenté par l'étranger, et nous pourrons refaire l'historique, mais il prend aussi appui sur un mode de production rentier qui nourrit les régionalismes parce qu'il est une sous-fonction de la mondialisation, et c'est dans ce cadre beaucoup plus général qu'il faut replacer notre débat. Cela c'est une question économique aussi. C'est un débat économique, c'est un débat social, et il ne concerne pas que la Kabylie. On voit bien que même dans le sud algérien, il y a des tentatives de déstabilisation parfaitement, et donc c'est un phénomène qu'il faut replacer dans sa globalité pour mieux comprendre
le particularisme que représentent les tentatives de subversion séparatistes, par exemple en Kabylie ou ailleurs, parce qu'il y a eu d'autres tentatives séparatistes, en particulier dans le Sud, et c'est un phénomène global qu'il faut comprendre dans sa globalité pour mieux mesurer sa particularité. Alors, Monsieur Zitouni insistait tout à l'heure sur région oui, régionalisme non. Il ne faut pas s'attarder sur ça. Il y a aujourd'hui de véritables desseins malsains contre notre pays. Monsieur Hadem. D'abord, moi, je voudrais dire deux choses. La première est que traiter des questions qui touchent à la stabilité d'un pays relève essentiellement du politique. Ces tentatives de déstabilisation, ce communiqué du ministère de la Défense nationale qui concerne un groupuscule d'individus qui auraient des armes et qui seraient en train de se préparer pour des attentats, c'est l'aspect purement sécuritaire. Je pense qu'il faut deux approches. Il faut une approche sécuritaire, bien entendu, pour préserver l'ordre public, la paix civile et la sécurité des personnes et des biens, mais aussi il faut faire une approche vraiment politique et j'allais dire politico-économique. Je pense qu'il y a un exemple qui peut nous éclairer sur les desseins des puissances étrangères, mais aussi sur ce qui risque d'arriver dans notre pays s'il n'y a pas un véritable front intérieur qui se constitue et si ce type de problème n'est pas pris à bras-le-corps. Je pense que l'exemple du Darfour au Soudan peut nous éclairer. Nous avons vu que le gouvernement du maréchal Béchir avait traité la question du Darfour uniquement sous l'angle sécuritaire et que, en plus des unités régulières de l'armée soudanaise, il y a eu des milices qui ont été constituées. La plus connue d'entre elles, c'est les Janjaweed, et nous avons vu le résultat. Cela n'avait fait qu'exacerber les tensions au Darfour, mais aussi, plus grave, cela a permis l'intervention directe des puissances étrangères. J'aime à dire, et j'ai eu à le dire dans l'une de vos émissions, qu'il n'y a pas de morale politique en termes de relations internationales et que dans les relations internationales, à l'exception du vocabulaire diplomatique de pays frères et amis, il n'y a que des intérêts. Donc, si ce sont les Algériens et les Algériennes, c'est le peuple algérien qui peut préserver l'intégrité du territoire, qui peut préserver la paix civile, qui peut préserver l'unité de la nation. Je ne suis pas spécialement complotiste, mais il y a des faits avérés, des intérêts de quelques puissances régionales et de quelques puissances internationales et de quelques puissances émergentes qui voudraient voir le rôle de l'Algérie dans la région, notamment en Afrique du Nord et la région sahélo-saharienne, se diminuer. Bien entendu, un pays qui a des problèmes intérieurs, qui a des problèmes de sécurité à l'intérieur, des problèmes économiques, des problèmes de cohésion sociale, jouera son rôle. C'est ce qui explique un peu le timing aujourd'hui. Ah oui, le retour de l'Algérie sur la scène. La vulnérabilité politique et économique. Le retour de l'Algérie, madame, sur la scène diplomatique internationale, notamment au niveau régional, ne plaît pas à toutes les puissances qui ont des intérêts avérés, soit des intérêts historiques dans la région, soit des nouvelles puissances émergentes qui ont des intérêts et qui l'ont démontré par leur implication directe dans le conflit libyen et par leur implication de plus en plus avérée sur le plan économique et sur le plan culturel en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest. Je pense que tout cela fait que le pays est visé, oui, mais il faut, j'aime bien l'expression de mon ami Brahim Zitouni, il faut prendre ce problème sérieusement, mais pas vraiment au sérieux. Je ne pense pas que l'Algérie, l'État algérien, la nation algérienne soit aussi faible que cela pour que des nébuleuses viennent à le déstabiliser. Mais toute raison gardée, il faut se dire que quand on laisse la porte de sa maison ouverte,
On ne peut pas empêcher le voleur de rentrer. Alors vous parliez tout à l'heure de complotisme, nous y reviendrons peut-être sur le scepticisme de nos concitoyens quand on parle aujourd'hui de sauvegarder l'État-nation, on parle de patriotisme, de nationalisme, on parle du peuple forcément également. Il y a aujourd'hui beaucoup de réactions à travers cela, ce qui s'est passé ces derniers jours. Une partie de cette population, on les voit sur les réseaux sociaux, est sceptique par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, le scepticisme renvoie à une autre problématique qui est celui d'un État qui a été trop longtemps autoritaire et qui a tardé à mettre en place des mécanismes démocratiques. Ça se met en place doucement, pas suffisamment rapidement aux yeux de certains, trop rapidement aux yeux d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intégration et la crédibilité informationnelle est une fonction linéaire de la démocratisation d'un régime. Je crois qu'à ce niveau-là, s'il y a encore beaucoup de scepticisme dans les réseaux sociaux, au-delà des manipulations qui ont lieu sur ces réseaux sociaux et qui, d'une certaine façon, freinent la prise de conscience des réels dangers qui sont aujourd'hui à nos portes, et n'importe quel observateur les voit concrètement, au-delà de ces tentatives manipulatrices au sein des réseaux sociaux, je crois qu'il y a un immense effort à faire. D'abord, un immense effort de modernisation informationnelle des pouvoirs publics et de la télévision publique. Une meilleure communication institutionnelle. Mais tout à fait. Une meilleure information institutionnelle, plus moderne, qui s'exprime suivant des canons qui sont les canons de la contemporanéité et non pas des canons des années 60. Tout cela est important. Et c'est pour ça que, dans toute chose, vous savez, lorsqu'on... C'est sur cette vulnérabilité qu'on joue un peu aujourd'hui, parce qu'en termes de communication, c'est nébuleuse. Ces organisations que vous nommez nébuleuses jouent sur ça, et elles déploient des moyens très forts en termes de communication. Il faut dire que nous sommes à l'ère de la communication. Nous avons deux problèmes dans notre pays. Pendant longtemps, les Algériens n'ont jamais eu confiance en la communication officielle. Il faut dire aussi que beaucoup d'efforts restent à faire en termes de communication institutionnelle et en termes de liberté d'expression et d'ouverture des médias lourds à toutes les sensibilités au sein de la société. Bien entendu, ces sensibilités au sein de la société, s'ils ne trouvent pas la possibilité de s'exprimer dans les médias lourds, qu'ils soient privés ou publics, iront vers les réseaux sociaux. Or, il se trouve que les réseaux sociaux sont manipulables et malléables à merci. Vous savez, on dit que la foule ne réfléchit pas. Prenez une image que vous projetez sur YouTube ou sur Facebook ou n'importe quel réseau social. Il suffit que des leaders d'opinion, 4 ou 5 premiers, donnent un certain nombre de commentaires. Ils orientent complètement les commentaires. Et il se trouve que des organisations non gouvernementales, des organisations internationales, des services de renseignement à travers le monde mettent en place des dispositifs, des organismes qui font de sorte à orienter le débat, à orienter le commentaire. Des algorithmes. Des algorithmes qui sont mis en place. C'est des robots qui orientent. Tout à l'heure, probablement, des amis d'un pays voisin vont mettre en place, vont lancer leurs algorithmes de peur qu'on vienne à parler d'eux. Très probablement, on va parler un peu d'eux. Mais ils vont nous submerger, ils vont nous répandre. Et pas seulement nous répandre, ils vont nous dénigrer. Donc, vous voyez, il y a tout ce dispositif. C'est pour cela, plus de démocratie, plus de liberté d'expression, donnera plus de crédibilité à une communication institutionnelle à ce moment-là, qui d'abord est menée par des professionnels. Oui. La communication institutionnelle est une affaire sérieuse. Elle ne relève pas uniquement de la communication au sens d'explication, de sensibilisation. Non, cela relève de la souveraineté, de la sécurité nationale
de la sécurité nationale. C'est très important. Si on arrive à communiquer avec des professionnels, nous allons mieux expliquer les positions de l'Algérie. Nous allons mieux expliquer le rôle diplomatique de l'Algérie. Si vous êtes crédible et vous donnez la communication à des professionnels, vous donnez plus de liberté, cette crédibilité reviendra. Bien entendu. L'échange est important absolument. Ça prendra un peu de temps, mais elle reviendra. Elle reviendra. Monsieur Tebib, vous êtes avec nous. Nous sommes aujourd'hui dans cette guerre dite de 4e génération où les nouvelles technologies sont un des axes utilisés. Oui, bien évidemment. J'aimerais d'abord revenir sur les notions. Vous avez parlé maintenant de la guerre de 4e génération. D'abord, la guerre de 4e génération, telle qu'elle a été expliquée et présentée par le premier penseur de la question, William Lind. Pour lui, c'est une conjonction de plusieurs leviers. Et parmi ces leviers, comme l'a dit tout à l'heure si bien M. Zitouni, il y a aussi bien les guerres asymétriques, donc la guerre de 4e génération fait appel au terrorisme, elle fait appel aussi à ce qu'on appelle la guerre psychologique, à la manipulation sur le cyberespace. Et nous savons très très bien ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica, qui est une entreprise de communication qui a pratiquement organisé la falsification numérique de toutes les élections dans certains pays en Afrique, au Kenya. On a vu l'année dernière en Tunisie quel a été l'effet désastreux de cette manipulation des opinions au niveau des réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la question de la connaissance anthropologique de nos sociétés. Parce que lorsqu'on voit ce qui est en train d'être écrit sur les projets de déstabilisation de l'Algérie depuis 2015, et surtout les écrits de Mme Hannah Armstrong, que vos deux invités connaissent. Il hoche la tête en tout cas, oui. Parce qu'elle a énormément écrit sur notre région. Et lorsque je me rappelle de ce qu'elle a écrit sur les pages du journal Monde le 3 février 2017, alors que personne ne parlait encore des projets de déstabilisation de l'Algérie, et ce qu'elle a écrit sur le sud algérien, et cette parfaite connaissance qu'elle a du sud algérien, et comment elle a mis en miroir le nord et le sud de l'Algérie, disant que peut-être le nord de l'Algérie a connu une guerre civile, il a connu la violence politique pendant la décennie noire, mais le sud algérien n'a pas vécu les mêmes conditions et surtout n'a pas la même perception de la violence politique. Et donc pour elle, il y a lieu de jouer maintenant sur le sud algérien, de mettre le paquet sur le sud algérien. Et là, avec Joshua Burgess, elle signe une étude dans laquelle il est dit une phrase d'une extrême gravité. Elle dit: il faudrait que les États-Unis se préparent à une guerre contre des factions dites d'Al-Qaïda ou terroristes dans le Sahara central, donc dans l'Algérie, comme si les États n'existent pas. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que c'est des gens qui sont en train de se préparer à une sorte de guerre interventionniste dans laquelle les États, et surtout l'État algérien, qui est un verrou stratégique, là on l'oublie parce que l'Algérie, c'est un pays qui est au centre d'un océan d'insécurité et d'instabilité. Et donc, Joshua Burgess comme Hannah Armstrong ont depuis très très longtemps, et ça n'a rien à voir avec le complotisme, sont en train de travailler sur des scénarios, comment faire de sorte que l'Algérie soit déstabilisée, mais non pas seulement de l'extérieur, surtout de l'intérieur, c'est sur le front interne. Et là, il y a un grand travail anthropologique qui a été fait sur le sud algérien, et il y a même des exemples et des similitudes qui sont étudiées par l'Académie de West Point aux États-Unis pour essayer de voir quel serait le meilleur moyen de déstabiliser ce sud algérien. Merci, M. Tebib. Oui, terminez votre phrase, allez-y. En essayant de créer des jonctions, et c'est ça le cœur même de la guerre de 4e génération, avec un sud tunisien qui lui aussi connaît des situations sécuritaires extrêmement difficiles, et surtout avec le Fezzan, qui est aujourd'hui un axe majeur de lutte
entre les forces impérialistes et surtout entre les États-Unis, la France d'un côté et la Chine et la Russie d'un autre côté. Merci, on comprend par là qu'il y a une réelle volonté de balkaniser ou d'aller vers une balkanisation de l'Algérie, d'aller vers l'éclatement à travers ces instruments, à travers ces deux organisations, le MAC et le Rached aujourd'hui, qu'on nomme précisément. Oui, alors, pour compléter ce qui vient d'être dit et auquel j'adhère totalement, il faut aussi replacer ces enjeux dans ceux de la transition énergétique. Le potentiel solaire et aquifère du Sahara central est immense et c'est un enjeu fondamental. Aujourd'hui, si l'Algérie intéresse les grandes puissances, c'est pas tant ni par son potentiel gazier et pétrolier, mais de plus en plus par son potentiel solaire et son extrême richesse en eau. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Il y a dans le Sahara, notre ensoleillement permettrait, si les technologies sont performantes, d'éclairer la moitié de la planète. Vous voyez bien là qu'il y a des enjeux immenses. Pour revenir maintenant sur le MAC et Rached, je crois que là, on a affaire à deux logiques. L'une supranationale et l'autre infranationale. Et ces deux logiques-là, supranationale et infranationale, sont exactement le mode de fonctionnement de la mondialisation. La mondialisation fonctionne toujours sur deux pieds, un pied supranational et un pied infranational. Et ces deux extrêmes se rejoignent toujours au service des logiques de remise en cause de l'État national. Mais il faut bien comprendre que cet État national a un problème d'ordre historique. On voit bien de plus en plus qu'il y a des domaines de souveraineté partagés dans la mondialisation. Par exemple, dans la lutte antiterroriste, on va partager les informations. Mais pas que ça. Regardez, il y a la naissance de monnaies fictives, le Bitcoin par exemple. On a la naissance d'une imposition mondialisée, la taxe carbone. On a la naissance de logiques mondialisées, y compris sur le plan de la justice, la Cour internationale de l'Haye. Vous voyez bien là qu'il y a des infrastructures mondialisées qui sont en train de se mettre en œuvre et qui voient l'État national comme un obstacle à la productivité d'une mondialisation et qui est émue d'abord par le profit et par des logiques qui sont celles des grandes compagnies internationales, la triade, Asie, Japon, États-Unis, Europe. Et donc, il faut replacer ces tentatives de déstabilisation dans aussi un cours du monde qui est en train de se réaliser et qui nous explique qu'il faut que notre État se modernise au sens où il se mette en solution de continuité avec la mondialisation, non pas pour lui être soumis, mais pour mieux affirmer sa spécificité. Et toute la difficulté, elle est là. Alors comment se rejoignent ces deux extrémités dont vous venez de parler ? Alors, politiquement, on voit bien dans les manifestations, par exemple, du Hirak, qu'il y a des slogans partagés. Lorsqu'on dit, par exemple, les généraux à la poubelle, c'est exactement ce que dit le MAC lorsqu'il dit le drapeau algérien à la poubelle. Lorsqu'en 2019, son leader appelle les gens à mettre le drapeau national à la poubelle. Et donc, vous voyez bien là que certains slogans sont d'inspiration soit séparatiste clairement, soit supranationaliste, parce que à la limite, c'est pas le drapeau algérien qui les intéresse, mais un autre type de drapeau supranational. Et là, on voit bien. Il y en a l'autre version. On a aujourd'hui deux idéologies complètement différentes, mais qui se rejoignent. Bien entendu. Oui. Et ce que je veux vous dire, qui est très important, c'est que le nationalisme algérien, qui a fondé l'État national algérien, s'est appuyé sur le pétrole et le gaz. Ça, on s'est appuyé dessus pendant 40 ans. Et ça a donné des bons résultats. Nous avons eu un État national qui a récupéré un certain nombre de ses fonctions essentielles. Mais ce mode de production arrive à son bout, et donc en passant à la transition énergétique et à un autre type de mode de production, nous revivifions notre nationalisme, nous lui donnons un autre contenu beaucoup plus profond, et c'est tout l'enjeu. C'est autour de cela qu'on pourra unifier le peuple. Monsieur Hedem, sur ces deux organisations à deux idéologies complètement différentes et qui se rejoignent aujourd'hui. Si je suis d'accord avec Brahim Zitouni
sur le fait que Rachad est supranational, elle est d'inspiration de la secte des frères musulmans, et sur le plan idéologique, sur le plan du soubassement politique et sur le plan des moyens de propagande et de méthodes de propagande. Et si Rachad représente un danger, ce danger est réel. Il est réel dans la mesure où, il ne reconnaît pas fondamentalement l'État-nation. C'est la Oumma qui est à la place de l'État-nation, d'une part. D'autre part, comme je le disais, il dispose des instruments et des mécanismes de propagande et, par voie de conséquence, de financement aussi. Il y a des pays qui sont directement impliqués dans le financement de cette organisation. Ces pays sont identifiés. Il y a des pays, pour des raisons de géostratégie, sont en train de revenir dans notre région, dans la région de l'Afrique du Nord, et je parle de la Turquie qui a commencé à revenir dans cet espace géographique et géostratégique à travers la Libye, non pas, contrairement à ce que disent un certain nombre d'analystes, parce que le président turc veut être le leader de l'islam sunnite. Non, c'est pour des intérêts économiques, stratégiques et énergétiques. Pour le cas de la nébuleuse du MAC, qu'il faut ramener à sa juste proportion, qui n'est pas très présente en Kabylie, cette région que je connais très bien... Les Kabyles ne se reconnaissent pas, hein, forcément. Absolument, c'est une région qui est attachée à son algérianité, mais il faut rappeler qu'il faut que l'État, que l'ensemble des institutions de l'État fassent attention dans le cadre de la préservation de l'ordre public et de la sécurité nationale, à ne pas permettre à un certain nombre de personnes de porter l'opprobre sur cette région, de faire des déclarations extrêmement graves qui remettent en cause l'histoire révolutionnaire de cette région. Nous avons entendu ces histoires de zouaves, alors que je voudrais ouvrir une parenthèse. Les zouaves sont une milice créée sous la présence ottomane, sous la présence turque, et à partir de 1874, c'est devenu un bataillon français où les indigènes n'étaient pas recrutés. Porter atteinte à la dignité. À la dignité des hommes et des femmes de cette région, cela ne doit pas être permis. Il ne faut pas permettre aussi qu'un blogueur qui dit qu'il faut rééditer Halabja en Kabylie en bombardant à l'arme chimique, les institutions de l'État et les leaders politiques dans notre pays ne doivent pas laisser passer cela. Je voudrais terminer par ceci. Les enjeux de mondialisation et les enjeux de régionalisation. Nous sommes le pays qui est touché de plein fouet. Nous avons vu l'exemple, nous avons le Sahara. Les Libyens ont le Sahara. Nous avons vu les deux pays qui ont été ciblés. Tout le monde se rappelle la déclaration de Sarkozy. Après la Libye, ça sera le tour de l'Algérie. Il y a, je ne pense pas particulièrement que les enjeux historiques soient primordiaux. Ce n'est pas le fait que c'est l'ancienne puissance coloniale ou qu'en 1958, tout le monde se rappelle le fameux plan de créer des micro-États sur le Sahara. Je pense que les enjeux sont géostratégiques et ils sont économiques. Et les Algériennes et les Algériens doivent comprendre la gravité de la situation et ne pas tomber dans un débat passionnel ou dans un débat complètement complotiste. C'est absolument là que je voulais en venir. Aujourd'hui, il faut dépassionner le débat, en parler plus sereinement, s'éloigner de ce régionalisme, de toutes ces divisions dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut rappeler aussi que la Kabylie est un des bastions des révolutionnaires, celle qui a produit le plus de colonels durant la révolution à l'époque. Il faut rappeler sa place dans l'Algérie. Révolution de Mokrani, sa place historique. C'était
Absolument. C'est une terre de résistance, comme toutes les régions d'Algérie. Elle n'a rien de plus, elle n'a rien de moins, c'est tout. Et il faut dépasser ces particularismes culturels. Oui. Il y a une identité, c'est une fierté et c'est une richesse pour une nation d'avoir plusieurs cultures qui coexistent. Oui. Cela ne peut être que fécond pour la culture algérienne. Plusieurs cultures, ça c'est un autre débat. De mon point de vue, c'est une seule culture qui prend plusieurs expressions culturelles. C'est une seule culture qui prend plusieurs formes. Maintenant, la notion d'identité et de fierté identitaire, de fierté du patelin, de fierté du village, de fierté de la tribu, de fierté de la famille, de ce que nous sommes profondément. Mais c'est une qualité formidable et c'est une qualité qui construit une nation à partir du moment où cette fierté-là est remise dans son contexte. Oui à la fierté identitaire, non à l'identitarisme. Et tout le débat est là. Maintenant, pour justement contribuer à dépassionner les débats, bien sûr, c'est une évidence que dire que la Kabylie fait partie de l'Algérie. Mais de quoi on parle? Toutes les études sociologiques, démographiques montrent que les mariages endogames sont de moins en moins fréquents en Kabylie. Particulièrement, les femmes kabyles se marient beaucoup en dehors de la Kabylie. Mais il y a un nouveau phénomène, c'est que les migrations du travail emmènent des jeunes kabyles dans d'autres régions et ils se marient de plus en plus avec des jeunes femmes en dehors de leur région. Et donc on voit bien que sociologiquement ces débats, c'est une stupidité. Et c'est une stupidité... Après la division, hein, c'est sur ça madame, comment on fait? C'est vraiment un non-sens total. Donc ne passons pas trop de temps à ce genre de niaiserie. Et puisque j'utilise le mot niaiserie, parlons un petit peu de Canada. Vous savez que ce mot est très employé dans la région du Québec. Oui. Et regardons un petit peu les débats qui se font au Canada. Vous avez l'Alberta, qui est une province rentière, qui fait du pétrole bitumineux, et elle voudrait dégager ses productions pétrolières sur la côte Est pour atteindre des marchés outre-Atlantique et en particulier européens. La région du Québec, qui contrôle les ports, lui refuse. Pourtant, la région du Québec, elle est la première bénéficiaire des rentes pétrolières qui sont issues de l'Alberta et qui sont redistribuées dans ce système fédéral à la région du Québec qui est arriérée sur le plan de l'économie. Et vous voyez la pérennité d'un mouvement indépendantiste au Québec et la même chose des logiques séparatistes qui s'expriment en Alberta. Ça ne vous rappelle pas un autre pays? Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, ce sont des phénomènes mondialisés et face à ces phénomènes mondialisés, il n'y a qu'une seule réponse, la revivification de la notion de nation et d'État moderne. Et c'est parce que nous serons capables de construire une nation sur d'autres bases. Oui. On dit Algérie nouvelle, mais une nouvelle nation, un nouvel État moderne que nous pourront arriver à bâtir un nationalisme moderne. Et tout l'enjeu est là. Construire sur un développement économique, politique, social, c'est sur cela qu'il faudrait aller. Avant d'aller sur ce terrain-là, je voudrais donner la parole à M. Tebib. Aujourd'hui, ces guerres, ces nouvelles guerres jouent sur un nouvel aspect. C'est sur, on parlait beaucoup de régionalisme aujourd'hui, sur ces minorités ethniques, sur ces minorités religieuses. C'est sur ces points faibles que l'on s'attaque. Oui, et j'aimerais préciser encore une notion. C'est ce qu'on appelle la glocalisation, qui est l'autre pendant de la globalisation. En fait, la globalisation dans nos pays, c'est une vraie chimère. Pourquoi? Parce que autant nous sommes traversés par des mouvements culturels, par des modes, par des messages, des discours qui sont produits à l'échelle planétaire, autant il y a un travail qui est en train d'être fait par de véritables anthropologues dans des pays occidentaux pour préserver ou pour encourager ou pour revivifier les localismes.
Et quand je dis localisme, c'est un comment dire, c'est un terme que je n'essaie pas de pousser jusqu'à son bout. Hein, c'est un euphémisme. En fait, on essaie de travailler sur justement une forme de suprématisme à l'intérieur de nos pays, un suprématisme arabe, par exemple en Libye, contre le suprématisme, par exemple, Toubou ou Touareg, un suprématisme amazigh, par exemple, dans le Jbal Nafoussa. On est en train de travailler maintenant beaucoup, et on l'a vu dernièrement au Tchad, sur le suprématisme Toubou et Goran contre les autres tribus, y compris la grande tribu des Straoues. Et on le sait, l'Algérie, comme la Libye, c'est un pays où il y a des ethnies, des groupes tribaux qui sont à cheval sur les frontières. Et ces tribus-là, et ces ethnies-là, ou ces groupes sociaux sont ciblés maintenant par un très grand travail au niveau culturel, au niveau de la réunification de leur folklore, de leur culture ancestrale, etc., mais non pas dans un sens de retrouvailles à l'intérieur d'un contenant national global, celui de la nation algérienne ou celui de la nation libyenne, mais au contraire pour se retrouver dans d'autres référents culturels et civilisationnels qui sont totalement différents de ceux de la nation à laquelle ils appartiennent. Et là, j'attire votre attention sur un phénomène de plus en plus important, à savoir, par exemple, la prolifération des groupes ou des centres de recherche et de développement de la culture qui sont financés par l'étranger pour pouvoir soustraire des groupes humains et des groupes tribaux qui font partie de nos pays pour les amener à s'inscrire dans une logique séparatiste et même séditionniste. J'essaie ici, par exemple, d'illustrer mon propos par ce qui se passe avec les Toubous, où on a commencé à réécrire la langue Toubou avec l'alphabet latin, par exemple. On est en train de faire la même chose pour d'autres groupes dans le sud de l'Algérie, dans le sud de la Libye, afin de dire qu'il y a un véritable schisme à l'intérieur de ce pays-là et que le discours nationaliste qui était à l'origine de la construction de nos États n'est plus aujourd'hui reconnu par certaines tribus ou certains groupes de citoyens qui voudraient réellement retrouver leurs origines et leur culture ancestrale, bien sûr, entre guillemets. Et ça me rappelle énormément ce qui s'est passé dans beaucoup de pays où ça a commencé comme ça. Et pendant tous les débuts, on disait bien sûr, à l'intérieur de ces pays, qu'il ne fallait pas donner trop d'importance à ces mouvements, qu'il n'y aura pas vraiment de sédition, qu'il n'y aura pas de schisme à l'intérieur du pays. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est une intervention massive de l'Occident et surtout de l'OTAN afin de se mettre aux côtés d'une population qui était totalement oubliée, marginalisée, aussi bien par les États que par les forces occidentales. J'ai en tête bien sûr ce qui s'est passé dans le sud de la Syrie, ce qui s'est passé par exemple dans le Darfour, ce qui s'est passé au sud du Soudan, et on est en train de le voir aujourd'hui dans d'autres pays autour de nous, où il y a de plus en plus une fragmentation du territoire national. Et là, à mon avis, c'est l'axe principal. Tous ces pays voudraient parvenir à une sorte de fragmentation de nos territoires et à diviser nos pays sur une base anthropologique, parce que de plus en plus, ils sont en train d'investir au niveau de la connaissance anthropologique dans nos pays, alors que nous, on est encore prisonnier d'une certaine vue qui, à mon avis, n'a plus vraiment raison d'être parce qu'elle nous cache la vérité et la réalité de ce qui se passe dans les régions marginales et périphériques de nos pays. Merci. Finalement, ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour le reste des pays occidentaux. Il y a eu aussi des tentatives de fragmentation ailleurs qui ont été complètement refusées. Vous vouliez donner tout à l'heure un exemple édifiant, très récent. D'abord, parlons du séparatisme breton. Pendant des dizaines d'années, on a parlé de séparatisme breton. Maintenant, on parle d'identité bretonne et pour la diluer, on parle d'identité celtique. Ces pays essayent de s'auto-humaniser et c'est pour ça que je disais que la réponse, c'est une bonne gouvernance, c'est plus de démocratie, c'est une meilleure
communication, c'est l'ouverture du champ médiatique. C'est cela la solution. C'est utiliser les mêmes instruments qu'utilisent les démocraties pour se prémunir contre les séparatismes qui sont en leur sein. Nous l'avons vu avec l'affaire catalane. Pas seulement, il y a eu des dépassements de la part du gouvernement central à Madrid. Il y a eu des élus qui ont été déchus de leur mandat d'une manière peu orthodoxe et peu démocratique. Nous avons vu au moment où les leaders catalans ont fui, ils ont été poursuivis partout en Europe. L'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, n'a pas protégé ses protestataires. Elle a pris fait et cause pour l'État-nation, pour l'État national du Royaume d'Espagne. Donc, plus de démocratie, plus de communication, plus de liberté d'expression sont, à mon sens, plus de bonne gouvernance, sont, à mon sens, ce que mon ami Brahim Zitouni a parlé de nouvelle Algérie pour une nouvelle nation avec un nouveau socle. Si le socle qui nous a réunis, c'est l'histoire commune, c'est l'histoire de la résistance, d'abord à l'ennemi, puis après le mouvement national, puis après la révolution de novembre. Si cela a été un socle, ce socle va demeurer, mais il faut le renforcer par d'autres éléments, des éléments liés à la gouvernance, des éléments liés à la modernité pour lutter, et je maintiens ce que je disais, même si ça peut déranger, ce sont des nébuleuses, même si le danger de Rachad s'appuyant sur un certain nombre de pays et sur un certain nombre d'organisations internationales est plus dangereux que celui du MAC, le MAC aussi est une nébuleuse et qu'il faut le ramener à sa juste proportion et il faut le traiter comme un phénomène de société et y faire face d'une manière politique, sécuritaire quand cela est nécessaire et que l'enquête aboutisse, que le dossier soit présenté au pouvoir judiciaire et à ce moment-là, ceux qui doutent verront ce qui se trouvera dans le dossier. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la population algérienne se fie au discours de ces deux nébuleuses? Pourquoi si oui, pourquoi si oui? Ils ont leur public. Oui. Il suffit de regarder leurs leaders et de regarder leur page YouTube, leur page Facebook pour voir qu'ils ont... C'est des réalités virtuelles. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Sur le terrain, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Je vais vous dire une chose. Le jour où les étudiants s'arrêteront de marcher, on verra, il restera combien de martyrs. Oui, enfin, quand vous dites étudiants, les étudiants de 50 ans et plus, je n'en connais pas beaucoup. Maintenant, je voudrais revenir à un point... On peut reprendre les études à tout âge. Oui, bien entendu, on fait le 4e cycle post-doctoral. Très bien. Maintenant, revenons à la problématique qui a été soulevée par Site Bib, que je trouve extrêmement pertinente. Intéressante, sur la connaissance anthropologique. Mais bien entendu, on est au cœur du débat. J'aimerais mettre un bémol à la réflexion juste de Site Bib, c'est que l'Algérie a connu un mouvement national d'une puissance exceptionnelle. Et ce mouvement national fait ressentir ses effets jusqu'à aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, le 22 février 2019, le mouvement national a repris d'autres formes, on l'appelle le Harak, et cette immense prise de conscience, cette politisation sociologique est la plus grande des réponses au MAC. Parce qu'en réalité, le Hirak est national dans son essence et dans son expression, et c'est au moment où tout le peuple algérien exprime son attachement à la nation dans le mouvement social pour réclamer une économie non rentière qu'apparaissent des épiphénomènes comme les épiphénomènes séparatistes ou supranationalistes. C'est le champ du cygne. En réalité, on croit que ce sont des phénomènes qui arrivent en première course, alors qu'ils sont en bout de course. Et ce qui démontre qu'ils sont en bout de course, c'est la puissance du mouvement social. Donc je voudrais tempérer l'approche anthropologique par cette puissance politique
qui est particulière à l'Algérie et à son mouvement national et à son mouvement social qui, depuis le 22 février 2019, remodèle justement l'être anthropologique algérien pour déjà préparer les prémices de ce que sera demain. Ce sont des choses que l'on ne perçoit pas immédiatement, qui sont des forces à l'œuvre de plus long terme et qui nous permettent, si on travaille dessus, si effectivement il y a une prise en charge intelligente et une prolongation d'un État moderne dans son rapport et à son peuple et à la mondialisation, eh bien je crois que ce sont des remparts puissants à l'ensemble des forces et centripètes et centrifuges qui cherchent à assassiner l'État national algérien. Alors on a beaucoup axé sur les problèmes, enfin on va dire qu'il faut régler ça entre Algériens, garder cela sur le développement, se baser sur un développement d'un État-nation fort, d'une démocratie forte, mais il y a aussi les aspects géopolitiques à prendre en considération. Est-ce qu'aujourd'hui les positions de l'Algérie par rapport à constantes sur l'autodétermination des peuples, sur la non-ingérence, finalement ne lui a pas fait que des amis? En réalité, pas seulement. Plutôt, elle a généré, ces positions ont généré l'animosité d'un certain nombre de pays. Toujours, non pas pour des considérations morales, mais beaucoup plus pour des considérations géostratégiques et de la place de ces nations et de ces pays dans la région. Et des considérations d'ordre économique. Nous ne regardons pas de la même manière la question du Sahara occidental en Algérie qu'à partir du Makhzen ou à partir de Bruxelles ou Paris. Si en Algérie, l'objectif principal, c'est d'aider un peuple qui, dans le cadre de l'autodétermination, pour une question de décolonisation inscrite aux Nations Unies, pour permettre à un peuple de s'émanciper, c'est notre point de vue, j'allais dire, moral, passionnel, et qui est dicté par notre histoire et par nos engagements historiques depuis la déclaration de novembre aux différentes plateformes. Donc il y a, si vous voulez, un aspect passionnel, un aspect géostratégique, un aspect d'intérêt politique aussi. Alors qu'à partir d'autres capitales, les aspects économiques priment. Le Sahara occidental, c'est l'accès à l'océan, c'est les richesses minières, c'est les richesses halieutiques. Donc l'approche est purement mondialiste et économique. Si notre position, la position de notre pays ne plaît pas, elle ne plaît pas parce qu'elle constitue un danger pour les intérêts économiques de ces puissances et pour leurs intérêts géostratégiques. Idem pour la question palestinienne, il y a énormément de passion. Les Algériens, j'aime bien cette expression, ils ne tolèrent pas qu'un peuple soit de cette manière brimé et au quotidien, il est heurté dans sa passion, dans son amour pour cette région du globe, qui est, du point de vue religieux, représente aussi un poids important pour tous les musulmans et plus particulièrement les Algériens, pour des raisons historiques. Pour des raisons historiques, il faut se rappeler que Ain Karam est un bien qui appartient à Sidi Boumediene el-Ghouth et qu'il l'a mis à la disposition de tous les Maghrébins. Donc, si nous, c'est la passion, pour les autres, pour l'entité sioniste, qui s'est allié avec des pays de la région, déstabiliser l'Algérie, c'est l'occuper par ses problèmes internes. Éclater l'Algérie, c'est l'affaiblir sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des moyens de défense, sur le plan militaire, sur le plan stratégique. Il y a ces aspects. Et il y a aussi d'autres aspects qui sont liés à la proximité entre Alger et Moscou et Pékin, qui dérangent la politique atlantiste
dans la région. Et nous l'avons vu, nous l'avons remarqué, y compris dans l'achat d'armement, à chaque fois que les médias rapportent des achats d'armement de l'Algérie, il se trouve aux États-Unis des groupes de sénateurs, des groupes de pression qui invitent le gouvernement américain, dans un souci d'équilibre des forces dans la région, d'apporter de l'aide. Et nous avons vu des pays du Golfe qui ont mis des chèques à blanc pour permettre aux Makhzen de s'armer. Donc, que les positions de l'Algérie ne plaisent pas, c'est une réalité. Que ces pays, que ces puissances cherchent à déstabiliser l'Algérie, j'allais dire, c'est dans l'ordre des choses. Il nous appartient à nous, Algériens, de préserver notre pays. De préserver notre pays, il appartient aux autorités algériennes et aux institutions algériennes d'adopter un langage de vérité avec les Algériens, et il appartient aux médias algériens, publics ou privés, de respecter l'intelligence des Algériennes et des Algériens. Il faudrait que les Algériennes et les Algériens se reconnaissent dans la politique et dans la gouvernance de leur pays. Il y a, à la fin, si vous me permettez, ouvrir une parenthèse sur les aspects économiques. Oui. Si la gouvernance ne mène pas à des règlements de problèmes économiques, à la relance de la machine économique, à mettre les dispositifs nécessaires au point de vue fiscal, parafiscal, d'encouragement de l'investissement, quand les Algériens trouveront du travail, nourriront leurs enfants, pourront se payer des loisirs, ils pourront s'attacher plus à leur pays. On aime son pays, j'allais dire en arabe, bel-fitra, parce que c'est inné, mais on aime son pays quand on peut servir son pays et on voit son pays nous servir, c'est-à-dire prendre en charge nos aspirations, celles de nos enfants et celles des gens qu'on aime. Je termine sur cette pointe qui peut paraître passionnelle, mais c'est la réalité. Un auteur algérien à qui on a posé la question parce qu'il avait un choix à faire entre ses origines européennes et sa naissance en Algérie, Albert Camus, ils lui ont posé la question, c'est lequel votre pays, l'Algérie ou la France? Sa réponse, mon pays, c'est là où je me sens bien. Donc il faudrait, au-delà du nationalisme, du patriotisme, il faudrait que les Algériennes et les Algériens se sentent bien dans leur pays, se sentent respectés dans leur pays, se sentent libres dans leur pays. Et cela va véritablement renforcer ce front intérieur. Et ce n'est pas avec des discours démagogiques qu'on fait cela. Oui. La relance économique, le gage de la stabilisation aujourd'hui? Oui, certainement. Il y a deux aspects qui sont très importants. Nous sommes engagés dans une transition énergétique. Maintenant, ça y est, c'est parti. Je veux dire, il n'y a qu'à voir les chefs d'État réunis autour de Joe Biden parler de transition énergétique pour comprendre qu'on rentre dans une ère nouvelle. Cette ère nouvelle va être marquée par deux facteurs essentiels. Une tendance à la mondialisation accrue, et ça, c'est un phénomène inéluctable, et en même temps, un renouvellement des États-nations, et pour ça, il faut puiser dans le génie de notre peuple. Pour les aspects économiques, la réforme, et la mère de toutes les réformes, c'est une réforme de fiscalité énergétique. Le jour où ce pays adoptera une réforme fiscale qui obligera l'ensemble des activités d'être une fonction linéaire énergétique, c'est-à-dire qu'on va fiscaliser l'énergie pour sortir du mode de production rentier. Ce jour-là, nous retrouverons ce qui doit être une centralité économique, et je crois que là, ça permettra une intégration bien plus grande aujourd'hui de populations exclues. Dans les zones d'ombre, 8,5 millions de personnes. On ne peut pas construire une nation sur l'exclusion. Seule l'intégration permettra économique et sociale, seule l'intégration économique et sociale dans des modalités et des modes de production nouveaux permettra le renouvellement de l'État et, au-delà de l'État,
de la culture et des valeurs anthropologiques qui permettront justement d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, ce que disait un peu M. Haddam, c'est le débat doit se tourner vers les besoins de notre population, vers aujourd'hui leurs préoccupations directes, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans tout ce qui est débat, comme aujourd'hui, on l'a vu, le scepticisme, on en a parlé, parce qu'ils ne se reconnaissent pas forcément dans cela et ont d'autres besoins plus proche, on va dire, sur l'aspect économique. Immédiat, oui. Voilà, plus économique et plus immédiat. Finalement, donc ces deux nébuleuses jouent sur ça, sur ces vulnérabilités. Ils nagent un peu en eau trouble, c'est sur l'aspect social et économique. Il suffit de voir leur discours. Il suffit d'écouter leur discours. Vous savez, il y a un certain nombre d'organisations, d'ONG, d'organisations non gouvernementales, en réalité, qui sont leur accointance avec les services de leur pays est connue. Il y a NDA, c'est cela. La NED. La NED, il y a Haute-Port. Le discours est huilé, il est structuré. D'abord, dénigrer les institutions, dénigrer tous les leaders qui tiennent un discours différent du leur. Une fois ces gens-là dénigrés ou mis dans des positions où ils ne peuvent plus réagir. Décrédibiliser, c'est-à-dire les faire taire en un mot. C'est des méthodes, j'allais dire, presque mafieuses. Et après, détruire toutes les décisions, décrédibiliser toutes les décisions prises par l'État. Le monde entier reconnaît que la gestion de la Covid-19, du moins sur le plan sanitaire dans notre pays, avec la reconnaissance des experts internationaux que nous avons tous écoutés, y compris des experts français qui ont dit pourquoi nous n'avons pas agi comme ça a été le cas en Algérie. C'est vrai que sur le plan économique, il y a eu des couacs, mais sur le plan purement sanitaire, ça a été fait dans les règles de l'art, avec le comité scientifique. Il fallait trouver un moyen. Vous trouvez les gens du MAC qui essayent de faire accroire à la population de la Kabylie qu'ils sont moins bien pris en charge. Et nous avons entendu quelques imams, y compris en Algérie, qui sont proches de la nébuleuse Rachid, essayer de décrédibiliser les mesures qui ont été prises par l'État. Donc, leur discours se base sur deux choses. Décrédibiliser, d'une part, et d'autre part, jouer sur ces différences sociales qui existent. Nous avons connu l'émergence d'une oligarchie. Nous avons assisté au cours de ces 20 dernières années à l'érosion de la classe moyenne, qui est la classe productrice, qui est la classe qui permet à toutes les économies de fonctionner, à l'État d'exister et d'être stable. Nous avons assisté, ce sont des réalités. Le chiffre de 8 millions 200 000 dans les zones d'ombre est un chiffre faramineux, important. Il joue sur ces contradictions. C'est pour ça que je dis deux choses. Une bonne gouvernance fondée sur les standards internationaux en termes de démocratie, de liberté, d'expression, de développement humain, de préservation des droits humains, de liberté publique et individuelle. On va donner la parole. Sur le plan économique, un développement économique cohérent, fondé, entre autres, sur une fiscalité juste et équitable. Monsieur Tebib, votre avis sur la question, aujourd'hui, le développement économique, c'est ce qui permettra de stabiliser les pays dans la région, et c'est sur ces malaises sociaux que jouent aujourd'hui ces organisations qui tentent de déstabiliser les pays, même si elles sont à la solde d'autres puissances. Oui, j'aimerais d'abord relativiser, parce que avec tous les problèmes que l'Algérie connaît, mais lorsqu'on ramène ça à l'échelle de la région, je me rends compte que l'Algérie quand même tient bien le coup par rapport à d'autres pays où d'abord nous avons des États qui sont effondrés. Il ne faut jamais oublier que dans l'environnement direct géopolitique de l'Algérie, il y a des pays qui pratiquement se sont effacés, qui ont disparu de la carte. Est-ce qu'on peut parler maintenant encore d'un pays comme le Mali, par exemple, ou d'autres pays que je ne vais pas citer, mais qui ne sont plus que des structures virtuelles, institutionnelles. Oui, ils sont éclatés.
Et là, si vous permettez, parce que bon, je ne vais pas interférer dans la question algérienne intérieure, parce que bon, je ne connais pas très bien la. Non, la on parle, question. on parle de façon générale hein, sur les faiblesses sur lesquelles jouent ces puissances. Oui. Si vous permettez, justement. Alors, ce qui se passe, et c'est justement pour apporter un certain éclairage à ce qu'a dit M. Zitouni tout à l'heure, oui, bien sûr, la révolution algérienne a été un véritable creuset pour l'émergence de cette grande nation qu'est l'Algérie. Mais n'oublions pas qu'autour de l'Algérie, dans tous les pays, et ça c'est quand même inédit dans l'histoire, au niveau des frontières occidentales de l'Algérie, nous avons une présence israélienne. Au niveau du sud de l'Algérie, nous avons deux pays pratiquement qui connaissent une érosion totale. Vous dites d'ailleurs dans vos écrits... Au Niger et au Mali, c'est des régions que j'ai visitées et je peux vous assurer qu'il n'y a pratiquement plus rien qui ressemble à l'État. Oui. Et là, j'en viens à la Libye où vous avez tout le Fazan qui est une poudrière dans laquelle il y a pratiquement maintenant un rassemblement et comment dire, pratiquement il y a une réunion de toutes les factions terroristes à la frontière et pas très loin de l'Algérie. Et même en Tunisie, il y a des foyers. Alors, il y a un nombre important d'armes légères qui circulent hein, dans le Sahel, notamment et en Afrique. Vous dites d'ailleurs craindre un deuxième printemps arabe, M. Tebib. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Sultanat d'Oman, qui a dit il y a maintenant un vrai projet d'une seconde vague du printemps arabe et sur lequel il y a la liste des autres républiques qui n'ont pas été affectées par la première vague. N'oubliez pas quelque chose, c'est qu'en 2011, l'Algérie aussi a connu certaines tentatives de déstabilisation, mais ça n'a pas marché parce que l'État algérien a pu se maintenir. Mais maintenant, avec tout ce qui a été fait autour de l'Algérie, aussi bien en Libye, aussi bien dans les foyers terroristes qui sont sur la frontière tuniso-algérienne, et on l'oublie, ça fait 10 ans que ce foyer-là n'a pas été éteint. Avec ce qui se passe maintenant dans le nord du Niger et dans la Zawad et le nord du Mali, avec l'implantation toute nouvelle des Israéliens sur le flanc ouest de l'Algérie, je pense que c'est une fatalité maintenant pour l'Algérie. Bien sûr, de résoudre les problèmes intérieurs. Ça je ne reviendrai pas sur cette question parce qu'elle a été très bien analysée par vos invités. Mais je vais parler surtout de la fatalité pour l'Algérie de jouer un rôle au niveau géopolitique dans la région. Ce n'est pas un choix maintenant pour l'Algérie, c'est presque une fatalité. Il faut absolument que l'Algérie maintenant aille dans ses foyers, joue un rôle de premier plan. Et qu'on ne se trompe pas, l'Algérie détient de véritables leviers extrêmement stratégiques. On l'oublie maintenant. On oublie que, par exemple, au Mali et au Niger et en Tunisie et ailleurs, l'Algérie peut jouer un rôle fondamental au niveau de la sécurité de la région et être le leader pratiquement d'un renouveau, d'un accord ou d'une sorte de protocole entre tous ces pays afin de préserver aussi bien l'intégrité des territoires nationaux que la sécurité régionale. Merci, merci M. Tebib pour votre intervention. On arrive un peu au terme de l'émission. Très rapidement, messieurs, un mot de fin pour clore cette émission. Oui, le mot de fin, c'est Sahar Mvankoum. Ça, c'est le mot de fin le plus important de mon point de vue. Que ce mois béni apporte sérénité à l'ensemble des Algériens dans l'unité, dans le partage, dans la solidarité. Plus que jamais, ce sont les termes les plus importants aujourd'hui. La solidarité avec son voisin, la solidarité avec sa famille, avec sa tribu, avec son village, avec sa ville, avec sa wilaya, avec sa région, avec son État. Monsieur Adem, les mots de fin vous reviennent. Moi, je dirais une chose. Le rôle que doit jouer l'Algérie dans la région, au plan géostratégique, pour préserver la paix dans la région. C'est cela qui fait que l'Algérie est visée par des tentatives de déstabilisation. Si l'Algérie n'est pas déstabilisée, elle est appelée encore à jouer un rôle qui aidera aussi bien les Tunisiens, les Libyens que les pays du Sahel. Je ne suis pas complètement d'accord avec mon ami Tebib. Il y a encore un État au Mali, difficilement, mais il y a des institutions qui sont en train de s'organiser avec l'aide de l'Algérie et dans le cadre
dans le cadre de la plateforme d'Alger. C'est là que doit se positionner à nouveau l'Algérie sur le plan géopolitique. Ce retour de l'Algérie dans la région fait qu'il y a des pays qui veulent à tout prix la déstabiliser. Merci messieurs, merci de nous avoir éclairé sur la question. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. C'est la fin de notre émission. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.